j'ai vu une vidéo d'Adam Bross sur le livre de Lena Situation Toujours Plus, et il disait comme quoi le développement personnel fait du bonheur une responsabilité personnelle. Et ça m'a tilté. Le bonheur n'est pas une responsabilité personnelle. En tout cas, pas entièrement. Partie numéro 1, démolir les idées. Premièrement, j'aimerais dire que le bonheur, c'est pas un acte obligatoire, mais un acte nécessaire. Quand le bonheur est imposé comme une norme, ça devient un puissant levier économique. Parce que l'industrie du développement personnel, qui est aussi appelée Happiness Industrial Complex, crée un marché qui vend la promesse du bonheur au travers de produits, de formations, de routines totalement millimétrées et impersonnelles. Par exemple, tu vois, dans la cosmétique, ils aiment bien utiliser le lien entre l'apparence et le bonheur pour inciter les gens à acheter plus de produits, à toujours acheter les mêmes gammes complètes, encore et encore et encore. Au lieu que ce soit juste une norme sociale d'être heureux, ça se transforme en injonction. J'étais vraiment choquée quand j'ai vu les chiffres pendant que je faisais mes recherches. Ça se compte en billions. Ils transforment littéralement la quête du bonheur en injonction économique. Ils poussent les gens à consommer toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et surtout, les individus se retrouvent dans des situations où ils croient qu'ils doivent consommer toujours plus, toujours plus, toujours plus. Parce que d'une certaine manière, ça leur permet d'investir dans leur bonheur. L'idée dominante, c'est que s'ils arrêtent d'investir dans leur bonheur, ils finiront pauvres, moches et seuls. What the fuck? Et du coup, par conséquent, totalement malheureux. On se rend pas compte, mais derrière chaque industrie florissante du développement personnel se cache un marché colossal qui monétise totalement la promesse d'un bonheur accessible, durable et repose sur le travail personnel. En somme, moi je suis vraiment pas contre le fait d'associer certains objets au plaisir, ça on est d'accord. Ce qui me dérange par contre, c'est que ça crée une réelle aliénation. C'est transformer le besoin légitime d'être heureux en performance économique. En performance économique sans fin. Parce que du coup, ça pousse les individus à toujours investir dans des solutions qui sont la majorité du temps impersonnelles et préfabriquées, voire génériques. Comment une gamme de produits peut autant me rendre heureuse moi qu'elle te rendra heureuse toi? C'est totalement pas possible en fait. Également sur le plan psychologique, l'injonction au bonheur, ça crée une pression. Ça crée des tensions intérieures. Le refus d'accueillir les émotions négatives, l'ambition démesurée pour toujours être heureux, pour toujours réussir, ça peut littéralement te mettre en souffrance. Parce qu'on est humain, on sera jamais 100% heureux tout le temps. C'est complètement impossible. Et ce, quand bien même, ils nous vendent des solutions miracles à tout bout de champ, c'est impossible. Ça pousse certaines personnes à garder leurs émotions à l'intérieur, à ne jamais les exprimer, sous peine de sortir de cette image de bonheur. Alors qu'ils savent très bien, deep down au fond d'eux, qu'ils sont pas heureux. Mais il y a toujours ce truc dans la tête de se dire, il faut que je sois heureux. I should be happy. C'est pour ça que ces dernières années, il y a eu beaucoup de problèmes avec la psychologie positive, parce que la plupart du temps, ça finit toujours en dérive. Psychologie positive, oui. Psychologie positive toxique, non. C'est un piège parce que ça nie la validité des émotions négatives. Et ça pousse les gens à se juger sévèrement quand elles les ressentent. Alors que ça fait complètement partie de la vie. Partie numéro 2, construire. Il faut savoir déjà que le bonheur, ça dépend pas uniquement de notre volonté, ou de nos efforts personnels, ou encore la qualité de tes relations sociales. Il faut savoir déjà que ton cerveau, il est structuré, câblé, pour répondre à tous les facteurs externes que tu pourrais ressentir. Le stress, la fatigue, les injonctions sociales. Ton cerveau est programmé pour capter tout ça. Parce que c'est tout ça qui va conditionner ton bonheur. C'est un peu tous les critères du bonheur. Du coup, c'est sûr que ton cerveau va être alerte sur ça. Dès qu'il va y avoir un peu de stress, il va se dire « Ouh, stress, ça va pas avec le bonheur. Oh, pression sociale, jugement, ça va pas avec le bonheur. » Donc, est-ce que tu peux aller contre ton cerveau pour capter ces choses-là? Absolument pas. Est-ce que tu peux aller avec ton cerveau pour mieux comprendre ces choses-là? Totalement. Totalement. C'est littéralement apprendre à danser sous la pluie. Oui, il y a du jugement, oui, il y a du stress, mais c'est pas grave. I will be happy anyway. Je serai quand même heureuse, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, malgré ces perturbations extérieures. Après, d'une certaine manière, tu dois quand même travailler sur ton environnement. Mais toutes ces choses-là, t'as pas spécialement de poids dessus. Tu peux essayer de trier ton environnement de la meilleure manière que tu peux. Trier tes amis. Essayer d'apprendre des techniques de relaxation. Mais tu pourras pas changer le monde. Le stress, il sera toujours là, ces facteurs seront toujours là. Et ton cerveau sera toujours là pour les capter. Donc c'est pas entièrement ta responsabilité à toi. Par contre, je trouve qu'on a tous quand même une part de responsabilité. Même si c'est pas 100% de la responsabilité, t'as quand même une petite part de responsabilité. Tes habitudes, ta manière de voir le monde, les fréquentations que tu choisis également si t'as pas le choix. Si t'as le choix, quoi, en gros. On a toujours le choix. Ce que tu consommes sur les réseaux sociaux,
ce que tu manges. Parce que même si on a tous 10 euros, tu nous mets au magasin, on va pas acheter les mêmes choses. T'as ta part quand même de responsabilité sur ça. Et c'est sur ça qu'il faut que tu travailles. J'aimerais bien aussi aborder l'impact familial. La famille, c'est la première cellule qui impacte profondément le développement, tant émotionnel que physique. Et c'est aussi la famille qui t'apprend à être heureux. Ce sont tes premiers modèles. C'est aussi la famille qui pose les bases de ton estime de soi. Oui, quand t'as 2 ans, tu mets un enfant de 2 ans dans une famille qui le booste. Tu mets un enfant de 2 ans dans une famille qui le rabaisse. Le développement sera pas le même. À terme, avec du travail, potentiellement que les deux pourront se rejoindre. Mais ils partiront avec une différence de base. Parce que les relations familiales, ça peut être une source de grand soutien, comme à contrario, ça peut être une source de grand mal-être. Elles façonnent les croyances qu'on a sur soi, la gestion des émotions et la vision de soi. Donc tu vois, ton bonheur individuel, il peut être tout à fait le reflet de ta dynamique familiale. Parfois inconsciente, avec des idées dans la tête de ce que doit être le bonheur. Quelle place tu réserves au bonheur ? Est-ce que tu mérites le bonheur ? Des fois, ça vient pas de toi. Des fois, on t'a mis des croyances dans la tête et toute ta vie, tu les as eues dans ta tête. Ça a façonné ta manière de voir les choses. Alors que tu mérites le bonheur. Tu mérites d'être heureux. En somme, le bonheur, c'est une expérience qui est ancrée dans des réalités systémiques. Il dépend autant de notre environnement que de nos liens sociaux et que de nos conditions de vie à l'intérieur de nous. C'est pas noir ou blanc. Ça peut venir encore de millions de facteurs, mais dans ce cas-là, il aurait fallu que je fasse une vidéo beaucoup plus complexe. Et sorry guys, j'ai pas encore les compétences pour ça. Partie numéro 3. À quelle la partie que je préfère ? La mise en pratique. Question numéro 1. Pourquoi je culpabilise d'être heureux ? Pendant des années, j'ai trop culpabilisé d'être heureuse justement parce que les gens autour de moi étaient pas heureux. C'est comme si je leur devais mon bonheur. C'est comme si je devais être heureuse que et uniquement si eux étaient heureux. Un peu comme le survivant. Pourquoi eux ils sont malheureux et moi je suis heureuse ? Ça peut potentiellement venir de là. Tu peux aussi culpabiliser parce que deep down au fond de toi tu trouves que tu ne le mérites pas. Mais pourtant quand tu regardes les autres gens tu veux qu'eux soient heureux. Hein. Mais toi tu mérites pas. Il y a des millions de raisons qui font que tu culpabilises d'être heureux. Mais je veux juste mettre en lumière que si tu culpabilises, je trouve que c'est déjà quelque chose de positif et que tu mérites le bonheur. Ceux qui sont capables de culpabiliser, conscients des émotions des autres, ils méritent le bonheur. So yeah, you deserve it. You deserve it. Question numéro 2 et dernière question. Que faire quand la famille brise le bonheur ? Il y a un truc qui m'a bien aidé, c'est de me rendre compte qu'on a tous chacun notre vie. On a tous chacun notre chemin, on a tous chacun notre destin, si je puis dire. Moi, je suis pas eux et eux, ils sont pas moi. Ce qu'ils pensent, c'est pas spécialement ce qui est bon pour moi. Ce qui est bon pour moi, c'est pas spécialement des choses qui seront bonnes pour elles, pour eux. On est tous différents. Comprendre ça et mettre en lumière aussi le fait que j'ai une vie. Je me suis développée loin d'eux. Ils ne peuvent pas savoir ce qui est bon pour moi. Donc forcément, comme ils me connaissent pas vraiment, ils peuvent pas exactement savoir ce qui est le bonheur pour moi ou pas. Ni toutes les choses mauvaises qu'ils pourraient dire sur moi. Elles seront pas spécialement vraies parce que s'ils peuvent pas savoir le positif, toutes les choses méchantes qu'ils vont me dire, c'est pas vraiment moi. C'est un peu comme quand t'es sur les réseaux. Les gens, ils voient de toi que t'es un personnage. Ils vont dire des trucs positifs, c'est bien, mais du coup, faut pas vraiment les croire parce que, voilà. Mais de la même manière, quand ils vont dire des choses négatives, faut pas vraiment les croire non plus. Que ce soit positif ou négatif, who cares ? Ils te connaissent pas. Également, ce qui est bien aussi, c'est d'apprendre à prendre sa distance. Distance émotionnelle, tu vois, garde tes émotions, je garde mes émotions et tout, mais distance physique également. Des fois, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Des fois, si t'as les moyens, vaut mieux que t'aies juste une chambre ou un petit studio plutôt que vivre dans une famille toxique. Ça, pour ta santé mentale. Parce que, encore une fois, c'est toi qui vas vivre ta vie. Donc si t'as la possibilité, si t'as la capacité d'essayer de prendre de la distance physique, ça veut pas dire couper les ponts. Ça veut pas dire ne plus jamais leur reparler. Ça veut juste dire pendant ce moment, ce temps-là, on va step back a little bit, you know. Tu vas être dans ton coin, je vais être dans mon coin. Et quand tu seras vraiment bien, que tu auras compris que tu peux trouver le bonheur loin d'eux, tu sais ce qui te rend heureux, tu sais ce qui te rend malheureux, tu te gères en fait, tu te connais, là petit à petit tu peux reprendre un peu contact avec eux tranquille. Parce que c'est quand même important de garder contact avec sa famille, en général.
Mais c'est tout aussi important de prendre ses distances et de prendre en compte que son bonheur est plus important que le malheur des autres. Je suis pas certaine de la phrase que je viens de dire. Je suis pas certaine. Ce que je veux dire en gros, c'est que mon bonheur, il a pas à être détruit par les gens. Et j'espère que c'est ça que tu vas comprendre. En tout cas, t'as pas le choix. Parce que c'est ce que j'ai dit. Bah écoute, c'était une vidéo très calme. Je suis pas chez moi en plus. On se retrouve mardi prochain. Je te fais des gros bisous d'amour. Tu prends soin de toi. Je t'aime. Je t'aime.